Lorsqu'il parvient au sommet, il déroule le cordon de ceinture et chacun d'entre nous se hisse vers lui. De l'autre côté, nous distinguons parfaitement bien la vallée qui précède la chaîne de montagnes. Nous apercevons aussi les innombrables rangées de barbelés ainsi que l'impressionnant dispositif de défense allemand. Les blockhaus sont éparpillés mais paraissent de loin très proches les uns des autres. Tout au fond, des batteries de canons ferment ce premier dispositif de défense. Les fortifications dans les montagnes sont tout aussi imposantes. Des champs entiers d'oliviers ont été rasés pour bâtir ce dispositif. Quand je pense au mal que nous avons à faire pousser un arbre, j'estime que c'est honteux de détruire cette richesse naturelle. À notre gauche, nous apercevons une partie de l'entrée de la casemate. De ce côté-ci, la fortification est plus vulnérable. Les Allemands n'ont pas prévu que l'ennemi puisse accéder par là. Il n'y a donc pas d'armes dirigées dans notre direction. Les voltigeurs devant, dit le caporal-chef, Youssef en couverture sur le côté de l'entrée. En avant. Nous nous précipitons vers la fortification ennemie. Il n'y a toujours pas d'activité suspecte à l'arrière de la casemate lorsque le Mozabite atteint le niveau de l'entrée. Les serveurs ont déjà fort à faire pour stopper les assauts de nos troupes. Un par un, nous nous approchons. Je ferme les yeux et je me répète intérieurement. Mes mains ne trembleront pas. Dieu est le plus grand. Mes mains ne trembleront pas. Dieu est le plus grand. 2 voltigeurs dégoupillent leurs grenades et les lancent à l'intérieur de la casemate. Puis ils sortent précipitamment avant l'explosion. Suivi par eux, je me poste juste à l'entrée. Dès que j'entends les explosions, je me rue à l'intérieur en tirant sur tout ce qui remue. En quelques secondes, la place forte est nettoyée. Il n'y a pas un seul rescapé parmi les soldats allemands. Je regarde les corps gisant sur le sol. Je m'attarde sur un cadavre méconnaissable. Et je ne ressens rien. Absolument rien. Quelque chose m'indique que je viens de m'affranchir. Je suis maintenant un soldat. Dieu du ciel, que je ne suis pas fier de moi. Moins de 2 heures après notre victoire, les 2 autres casemates tombent elles aussi, faisant ainsi sauter le verrou donnant accès à la vallée. Ensuite, toute l'artillerie de la compagnie se met à arroser copieusement les positions ennemies postées dans la vallée. Puis, nous prenons la relève de l'artillerie en prenant d'assaut les blockhaus. En fin d'après-midi, notre compagnie réussit à occuper toutes les places fortes de la vallée. Le soir venu, dans le froid, le brouillard et la neige, nous faisons nos premières armes au combat de nuit en montagne. C'est déjà une autre histoire. Durant toute la nuit, le harcèlement des positions allemandes ne connaît pas de trêve. À l'aube, exténués et morts de fatigue, on nous accorde quelques heures de sommeil. Notre compagnie a nettoyé dans la nuit toutes les fortifications adverses dans cette partie des montagnes. Et l'après-midi, elle se remet en route. Nous sommes très satisfaits. Dès le premier jour, nous avons réussi à surprendre l'ennemi et à nous imposer. Mais les officiers nous calment vite. Ce que nous avons fait jusque-là n'est qu'une mise en condition, une promenade de santé. La guerre, la vraie, nous attend plus loin, dans les montagnes du Belvédère, à 2 pas du casino, nous dit un officier.
Oui, là, nous montrerons réellement ce que nous valons. Là-bas, il n'y aura pas de soldats amateurs pour nous accueillir. Les forces alliées en savent quelque chose. Ça fait des mois qu'ils s'acharnent à réduire cette zone, sans résultat. Nos troupes reçoivent l'ordre de gagner la vallée pour y faire la jonction avec une compagnie de chars américains. Nos premières opérations étant terminées, notre compagnie manœuvre dans les contrebas de la montagne. Il y a là une petite route que nous devons dégager avec les Américains. Cette décision fait le grand bonheur de nos supérieurs. Nos officiers manifestent en effet un penchant prononcé pour la difficulté. Ils estiment que le camp adverse se compose des fameuses unités d'élite et des troupes régulières. Nos responsables sont disposés à faire d'énormes concessions afin d'en découdre avec ces unités. Cette idée fixe est si forte que pour certains d'entre eux, cet empressement ressemble à un arrière-goût de revanche. Pourtant, je ne distingue pas de cohésion idéologique dans leurs rangs. Au sein du corps expéditionnaire français, la composition des éléments d'origine européenne a de quoi nous surprendre. Entre les pieds noirs, qui ne sont pas tous de souche française, loin s'en faut, les Français de la métropole qui ont rejoint l'Algérie pour poursuivre le combat, et la quantité de gens provenant de divers pays européens qui ont quitté ou fui leur pays pour s'engager dans les unités françaises, il y a de quoi être effectivement étonné de ce rassemblement hétéroclite. Il n'est pas surprenant non plus de voir que les différences constatées au départ se retrouvent nécessairement à l'arrivée. Il y a des gens qui combattent uniquement pour la libération de la France, d'autres contre la peur de l'extension du nazisme, et enfin d'autres qui s'engagent là où la liberté dans le monde est en péril. Mais tous ces soldats ont un point quelque chose en commun. Ils veulent apporter la preuve qu'ils ne sont pas venus en Italie pour faire de la figuration. Depuis le débarquement en Italie, les corps expéditionnaires français souffrent d'un préjugé qui, à la longue, est fort pesant à supporter. Les Américains et les Anglais considèrent comme quantité négligeable l'armée qui s'est fait battre à plate couture en 1939. Cette armée française n'a pour ainsi dire pas droit de cité dans le choix des objectifs militaires. Depuis la libération de l'Afrique du Nord par les Américains, ces derniers accèdent aux demandes françaises en matériel en insistant ouvertement à chaque fois sur le caractère humanitaire de ces largesses. Les Alliés accordent des faveurs aux Français, pas autre chose. Les Français doivent bien se mettre cette idée en tête. C'est ainsi qu'il faut comprendre la constitution du corps expéditionnaire, son équipement par l'Amérique, ainsi que par sa participation dans le giron des forces alliées. Et tout cela, les responsables français ne le digèrent pas. Ils n'acceptent plus cette suprême humiliation pour l'honneur d'un soldat. Et pour laver cet affront, notre objectif n'est pas de démontrer que nous sommes aussi efficaces que les Alliés dans les combats, mais meilleurs qu'eux. Il faut compenser par l'ardeur et le courage l'image déplorable dont nous avons hérité. Pour ce faire, il faut attendre la grande occasion, celle par qui l'honneur des Français sera définitivement rétabli sans discussion possible. Nos officiers savent que cette occasion est proche et ils la guettent tous les jours. En tant que simples soldats, nous ne sommes pas au courant de toutes les subtiles parties de bras de fer qui se jouent au sommet des états-majors. Pourtant, nous en subissons tout de même directement les conséquences. Nos responsables, en exigeant de nous des efforts surhumains,
nous commande avec la arme de ceux qui doivent conquérir l'impossible, de ceux qui doivent prouver aux yeux de tous que nos troupes feront merveille dans les pires conditions. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir de quelle manière on nous sermonne avant de rejoindre la compagnie de chars américains. Nous allons combattre avec une compagnie de chars américains, dit un lieutenant à notre section. Nous ne leur montrerons pas que nous sommes de bons soldats. Nous leur prouverons que nous sommes les meilleurs. Nous n'aurons qu'une mission, balayer sans détour et sans délai tout ce que nous traverserons devant nous. Nous n'aurons qu'une consigne, ne pas faire de détails. Nous n'aurons qu'un seul but, avancer, avancer, toujours avancer, pour être les premiers à l'arrivée. Les Américains sont très forts. Les Anglais sont très forts. Les Allemands sont très, très forts. Mais nous sommes Français. Et nous serons donc encore plus forts. Au milieu de la matinée, nous parvenons à investir une petite bourgade et sans plus attendre, nous poussons sur la localité suivante. Mais arrivés aux abords de ce village, nous goûtons à la férocité meurtrière du combat de rue. Après quelques contacts, toutes les forces que compte la compagnie ont été engagées dans la bataille. Artillerie, mortiers, bazookas, mitrailleuses lourdes et chars américains. Et il faut bien cela pour parvenir à nos fins, car en face de nous, quel ennemi? Dieu du ciel. En comparaison, les batailles précédentes me paraissent de gentils échanges d'amabilité. Nous progressons à terrain découvert, si bien que nous sommes particulièrement vulnérables. Et l'ennemi s'en donne à cœur joie. Dès les premiers assauts, l'artillerie allemande, d'une précision diabolique, stoppe net les blindés américains. Malgré la destruction de toutes les maisons du village par notre artillerie, je me demande comment les Allemands peuvent encore défendre leur position dans ces amas de ruines. Et pourtant, ils restent intraitables. En avançant de 10 mètres, nous sommes certains d'être copieusement arrosés au mortier et à la mitrailleuse, et de nous en retourner piteusement. Une équipe est à peine investie, un tas de ruines qu'il lui faut aussitôt rebrousser chemin. La contre-attaque allemande suit dans la minute, et quand ces diables sortent de leur position, je peux certifier que ce n'est pas pour boire le café avec nous. Lorsqu'ils quittent leur abri, c'est dans le seul but de nous éliminer. Leur détermination est inhumaine. La suite demain à la même heure. Pensez à vous abonner.